La salle était pleine. Et puis on joue la première partie, entr'acte, je rentre en coulisses. Début, après l'entr'acte de la deuxième partie, je me remets dans le noir à ma place devant le rideau, lumière, il n'y avait plus personne au balcon. Et en bas, il y avait des tas de trous. On a joué la pièce, ça a été... Et le lendemain, on avait un spectateur dans la salle, c'était un étudiant japonais. Qui comprenait pas ? Ah, comprenait pas, bien sûr. Une carrière riche et fournie au théâtre, diverses incarnations du Père Noël dans des contes, pubs et histoires, Zeus no Hercule, et bien évidemment, la légende américaine Morgan Freeman, qu'il vient tout récemment de rencontrer pour la première fois. Benoît Alman vient nous parler de son parcours, sa passion, son avis sur certaines polémiques dites raciales, du rôle des liaisons dans une narration, le film avec Morgan Freeman qui lui a le plus plu, et sa fascination pour la littérature japonaise. Alors, hajime, comme on disait jadis dans mon dojo. Ho ho ho, nous avons aujourd'hui avec nous notre Père Noël préféré. Alors, c'est un peu tôt pour ouvrir les cadeaux, mais ça nous donnera l'occasion de revoir cet épisode le moment venu. En attendant, notre cadeau, c'est bien la présence de Benoît. Combien de fois penses-tu avoir prêté ton timbre au Papa Noël ? Oh, le tendre Papa Noël. Moi, des dizaines et des dizaines de fois, le Père Noël. Tiens, j'ai une anecdote avec le Père Noël pour les petits-enfants. Un jour, on me dit, on va faire une émission d'1 heure sur le web. Oui. Le Père Noël, et puis tu auras 2 enfants avec toi. Ils vont te poser des questions. Je dis, c'est très bien, formidable. On me donne le lieu. Je m'y rends. Le costume était arrivé, mais je ne l'avais pas encore mis. Et que vois-je arriver ? Une dame qui me dit, je vous présente les enfants. Et elle dit aux enfants, je vous présente le Père Noël. Donc c'était foutu. C'était foutu. Alors moi-même, je dis, mais quel... Elle a tout raté. Alors j'ai dit aux petits-enfants, vous pensez tout de même pas que j'allais venir en métro avec mon costume ? Et là, ils m'ont regardé. Ah. Au bout d'1 heure, le grand qui avait des doutes au début, ouais, Père Noël. Et la petite, elle était comme ça. Voilà. C'est merveilleux, les enfants, avec le Père Noël. Faut pas détruire le Père Noël. Tu as fait un bon nombre de représentations, lectures et conventions. Noël, c'est les cadeaux. Quel est le plus beau cadeau qu'un inconnu t'ait fait ? Ah le cadeau, oui. Alors, un jour, j'allais en studio, à dubbing. Je me casse un ongle dans le métro, je sors... Je vais dans une pharmacie proche et je dis « Bonjour, monsieur le pharmacien, je voudrais un coupe-ongle. » Voilà. Il dit « Oui, non, je ne peux pas vous en donner. » On me les pique tous les présentoirs, on lui chouravelle son matériel. Il dit « Mais j'ai peut-être quelque chose pour vous. » Il fouille dans un tiroir et il me sort un petit coupe-ongle pour bébé. Alors, je ne sais plus ce que c'était comme animal, je ne sais pas moi, une grenouille, une tortue. Et je dis « Ça va me sauver, merci, combien je vous dois ?» Il me dit « Rien, vous m'avez tellement bercé dans mon enfance. » C'était un beau cadeau. Tout est dit. Après Clermont-Ferrand, c'est Nancy, puis Strasbourg, puis Paris. Qu'est-ce qui t'a fait quitter l'Est de la France ? J'ai fait des études sommaires, je dois le dire. Et un jour, mes parents ont trouvé que j'étais vraiment un sale petit galopin. Et une brave dame charitable lui dit « Écoutez, vous devriez lui faire faire du théâtre à ce petit. Je devais avoir de l'acné, des choses comme ça. Il faut qu'il s'exprime. » Elle avait raison. Et j'ai commencé à faire du théâtre en amateur. J'avais 16 ans. Et 1 an et demi après, cette troupe était dirigée par une animatrice qui était une femme formidable. Et elle était... Et ça, c'est important. Elle était professeure au Centre national de théâtre de Strasbourg. C'était l'École nationale de Strasbourg. Il n'y avait que 2 écoles nationales en France. Il y avait Paris, il y avait Strasbourg. Donc, quand on répétait nos petits spectacles d'amateurs, elle nous faisait travailler avec des techniques de professionnels, tout simplement. Ce qui fait qu'un jour, elle me dit « Tu devrais passer audition si tu veux. » J'ai passé audition et j'ai été pris. Et je suis rentré dans ce métier... sans connaître exactement ce qu'était ce métier. Il y avait le plaisir de jouer, et puis c'était la grande aventure, et puis je partais de chez moi. Enfin, tout se bouscule, Et j'ai suivi les 3 années d'études à l'École nationale de Strasbourg. De là, ils m'ont envoyé au Centre national de Bretagne, puis je suis rentré à Paris. J'ai travaillé avec Debout, j'ai travaillé à Nanterre, et puis les tournées, et puis petit à petit, voilà... La vie s'est faite comme ça. Mais donc, je suis à Paris depuis 64-65, quoi. Donc, tu connais bien la ville, on peut dire. Hein. Oui.
ces petits recoins. Tu as collaboré avec Robert Hossein à moult reprises, Oui. dans La liberté ou la mort, Je m'appelais Marie-Antoinette, Angélique, Marquise des Anges, Coupable, non coupable, C'était Bonaparte, On achève bien les chevaux et Jean-Paul II. Oui. Comment travaillait-il ? Oh ben, Robert savait très très bien ce qu'il voulait. Imaginez, vous êtes assis dans la salle au Palais des Sports ou au Palais des Congrès, vous avez un plateau de 40 mètres d'ouverture, vous avez 160 personnes à placer. S'il n'a pas une idée du tableau qu'il veut donner, qu'il veut reproduire, c'est pas la peine. Il avait à l'avance son schéma, son dessin. Et il nous plaçait, ce qui nous faisait rire, mais vraiment au centimètre près, à 40 mètres de là. Bouche à droite, tête sauter, bon. Mais ça se passait comme ça. Et on nous dit, mais comment vous pouvez jouer dans des salles de 4000 places ? Parce que le Palais des Congrès, c'est 4000. Et le Palais des Sports, c'est 4000. Mais on joue comme on jouerait dans un théâtre antique ou comme on joue au théâtre. On joue en éprouvant des sentiments, etc. Bien sûr, on est microté. Bien sûr. Mais le micro redonne au public le sentiment que vous exprimez. Il ne va pas vous donner du talent, le micro. Alors j'ai des copains qui disent « Ah oui, c'est pas la peine de parler fort, il y a un micro. » Je dis « Mais non, mais vous n'avez rien compris. Il faut parler normalement, au contraire, il faut jouer. Le micro, il renvoie ce que tu ressens, ce que tu projettes. » Et ça a été comme ça pendant 7-8 spectacles. Mais j'avais beaucoup d'estime pour cet homme qui piquait des colères. Mais bon, il y en a d'autres dans le métier qui piquaient des colères, c'était pas grave. Mais il avait un bon cœur. Comment était votre relation de travail ? Oh, mais très bien, sans souci, avec les hauts et les bas, quoi. Les jours où il était de bonne humeur, les jours où il n'était pas de bonne humeur, et puis voilà, quoi. Quand on a un plateau où il y a 140, 150 personnes, il faut gérer tout ça. Puis le soir de la première arrive, et puis là, il faut remplir la pièce, la salle, le théâtre pendant en général, on jouait 3 mois ou 4 mois. Parce que c'est la jauge, il fallait la remplir, il fallait remplir. Et malheureusement, quelques spectacles n'ont pas marché comme ils voulaient. Par exemple, le spectacle Jean-Paul II, qui était remarquable, il n'a pas bien marché. Est-ce que c'est parce que le sujet était un sujet religieux ? Je ne sais pas. Alors les gens n'ont pas compris, les critiques n'ont pas compris. C'était l'histoire d'un homme. C'est pas l'histoire d'un curé, c'était l'histoire d'un homme, avec tout son parcours. Et c'était ça qui était intéressant. C'était pas une pièce de propagande pour le Vatican, etc., quoi. Non, c'était vraiment un très très beau spectacle. Puis il y en a des autres, La liberté ou la mort, c'était très très beau aussi. Enfin bon, moi quelquefois dans les pièces, j'avais pas grand chose à faire. Je le faisais bien quand même. Mais on était ensemble, on retrouvait les copains, et puis voilà. Tu as participé à bon nombre de projets sur Internet, comme des émissions, web-séries, histoires parodiques, etc. À quoi le doit-on ? À un intérêt démesuré pour les nouveaux médias ou ta gentillesse naturelle qui t'empêche de dire non quand on t'appelle ? Non, mais alors d'abord, oui, mais moi je ne dis jamais ou rarement non. Quand le thème qu'on me propose, quand on me dit en quelques mots de quoi il s'agit, si je sens que c'est un peu... je dis, écoutez, je suis très très pris en ce moment. Mais en général, non. Je travaille beaucoup avec des étudiants qui sont dans des écoles de formation de cinéastes ou de son, etc., etc. Parce qu'il faut les aider. Ils ont besoin d'un comédien professionnel. Alors, moi, régulièrement, en fin d'année, à partir du mois d'avril-mai, c'est les téléphones. Est-ce que vous pourriez nous faire le texte ? Vous pourriez faire ce... Bon, je le fais, puis voilà. Quelquefois, je dis non parce que je vais prendre un terme, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. C'est du je m'en foutisme, quoi. C'est de la provocation pour faire de la provocation. Et ça, c'est pas bon. Là, je dis non. D'accord. Voilà. Tu lis quand même à l'avance les projets, les sujets sur lesquels tu vas travailler. Oui. Et puis bon, quand il s'agit d'un travail rémunéré, parce que là, pour les étudiants, c'est pas rémunéré, là, il faut faire très attention, parce qu'il y a l'exploitation que l'on fait de votre voix. Et puis, le produit, vous ne le voyez pas, parce que les images ne sont pas tournées. Vous enregistrez. Mais vous parliez de pourquoi la radio, pourquoi les médias, mais... Quel est l'instrument d'un comédien ? C'est sa voix. Oui, le musicien, le violon, il a son violon, il a l'archet. Le comédien, il a ses cordes vocales, et puis son corps. Et on ne peut pas ne faire que du théâtre. On fait du doublage automatiquement, on fait du cinéma, de la télévision. Trouvez-moi un métier qui offre un éventail d'activités aussi large que le nôtre. Théâtre, cinéma, musique, parce que beaucoup de comédiens font de la musique, comédie musicale, radio, télévision, bien sûr, le web,
les documentaires, la publicité, on n'arrête pas. Donc c'est très bien. On doit être partout où on nous demande. Et t'as tout fait, toi? Ah ben bien sûr, mais oui. Je dis rarement non. Et je suis connu pour ça. Mais quelquefois, je m'en mords les doigts. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tu te dis, je vais pas avoir assez de temps pour tout faire. Tu as fait Zeus dans Hercule de Disney. Oui. Portes-tu un intérêt particulier à la mythologie grecque? Ah ben ils sont charmants. Ben Zeus, c'est un homme, mon fils, quand il prend son fils dans les bras. Non, puis ce dessin animé, Hercule, était magnifique. Pour moi, c'est un des plus grands de Walt Disney. Après, on a eu des films qui sont dans les dessins un petit peu des caricatures, ou alors des gros mâcheurs de Ratlokoum, etc. Et ça a perdu la finesse et la poésie qu'il y avait avant. Ça va avec le cours du temps, et c'est dommage. On offre des images qui sont un peu agressives, parce que c'est l'époque, mais non, éduquer les enfants avec autre chose que l'agressivité. Mmh. Mais voilà, ça rapporte du pognon, ça rapporte... Bon. La mythologie, c'est quelque chose qui te touche, toi, qui te parle? Oui, bien sûr, j'ai joué Créon dans Antigone. J'ai beaucoup aimé jouer Créon, un personnage ambigu. J'ai joué la première pièce à Paris, c'était au concours des jeunes compagnies en 64. Vous n'étiez pas nés, vos parents certainement pas non plus. J'ai joué 7 contre Thèbes, c'était l'histoire d'ailleurs de Créon, mais dans la version vraiment très, très classique. Ah, j'en ai gardé un souvenir merveilleux. Puis c'est amusant. C'est amusant, on se retrouve... J'ai joué La guerre de Troie n'aura pas lieu. Bon, c'est la version moderne de Jean Giraudoux, mais c'est un thème qui est de toute façon historique, hein, la guerre de Troie. Alors j'adore, non, j'aime bien. Mais moi, j'ai pas d'a priori. Si la pièce est mauvaise, je dis non. C'est tout, quoi. Tout simplement, il n'y a pas un thème particulier que tu fuis? Non. Un jour, on m'a dit, t'as Rusante, on te propose Rusante, c'est formidable, etc. J'ai dit, bah oui, c'est intéressant, je lis la pièce. J'ai dit, bien sûr, pauvre Rusante, c'est formidable. Et puis on commence à répétition, et le metteur en scène me fait faire des choses en scène avec ma partenaire qui débordaient nettement le caractère... Et j'ai dit, non, là, je veux plus. Ah, mais t'as pas le droit, t'as commencé à... J'ai dit, non, je ne fais pas ça. Il y a des choses que je ne fais pas. Et d'ailleurs, la pièce n'a pas marché. Parce que on a son orgueil, on a son honneur aussi. Et puis, on n'est pas là pour faire n'importe quoi, quand même. Alors, il y a bien un type de prose dont tu es friand, c'est la littérature japonaise. Je t'ai récemment vu seul en scène dans Qui a tué Takehiro, où tu incarnes plusieurs personnages, témoins d'un meurtre. Pourquoi avoir choisi d'adapter la nouvelle de Akutagawa? Akutagawa. C'est très simple. Je suis invité très souvent dans les conventions manga, saga et tout ce que vous voudrez. Et à Toulouse, je disais aux organisateurs, mais enfin, écoutez, on voit là des démonstrations d'aïkido, vous vendez des sabres en plastique, on mange de l'omelette, qui est dégueulasse, il faut bien le dire. Mais bon, c'est pas grave. Il y a des tas de fanfreluches. Mais la littérature japonaise, où est-ce qu'elle est là? Ah, on a les mangas. C'est vrai, il y a des mangas. Et quelquefois, dans ces conventions, il y a des originaux de mangas, de dessins, qui sont exposés. Et là, c'est du grand art, ça, il n'y a aucun problème. Mais je leur disais, alors, et la littérature? Oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, moi, j'ai une pièce. Et je leur ai proposé ça. Ah, vous croyez que ça marcherait? Je dis, on essaye. Trouvez-nous au sein de cette convention un endroit où il n'y ait pas trop de bruit, parce que les conventions, ça hurle, c'est monstrueux. Et une convention, il y avait justement ce lieu qui était un peu à part, on n'entendait rien. Et on s'est dit, qu'est-ce que ça va donner? On l'a joué 2 fois, c'était plein. Et les gamins qui étaient là, qui étaient tous d'ailleurs encore déguisés, selon les personnages habituels, mais étaient passionnés parce qu'en fait, ils suivaient un jeu, mais c'était pas le joystick. Ils avaient le personnage devant lui qui jouait tous les personnages. Et là, ils posaient des questions, ils suivaient tout, c'était formidable. Alors j'ai fait plusieurs conventions comme ça. Et puis un jour, j'ai le théâtre de la Boussole à Paris que je ne connaissais pas, qui m'avait demandé pour un spectacle pour enfants, pour faire une voix d'un magicien, etc. Un jour, je lui ai dit, dis donc, vous cherchez pas quelque chose? Moi, j'ai ça. Je lui ai donné, et il m'a dit, je prends. Mais le Covid est arrivé, donc on a attendu la fin du Covid. D'accord. Et j'ai pu le donner là. Bon, on l'a pas joué régulièrement, parce que c'est pas une pièce qui attire les foules. C'est pas... Je le dis entre guillemets, c'est pas mon cul sur la commode. On vient pas là pour rigoler. C'est pour suivre, c'est un spectacle. Quand je dis intelligent, je parle de l'auteur.
qu'il a exprimé. Voilà. Et donc, on l'a donné, et à chaque fois, j'étais étonné de voir l'engouement des spectateurs. Alors, quelquefois, bien sûr, les spectateurs étaient un peu, ils réagissaient pas très bien. D'autres fois, parce que je descendais dans la salle après le spectacle pour leur poser la question, alors qui a tué Takehiro? Et quelquefois, ça partait vite. Ils disaient, on a vu ceci, on a vu cela, etc. Mais c'était ça le but. C'était que chacun reparte avec un petit bout du bagage et du plaisir, quoi. Voilà. Je rappelle que Akutagawa, c'est l'auteur de Dans le fourré, une nouvelle qui a servi de base au film Rashomon de Kurosawa. Est-ce un auteur qui te parle particulièrement? Oui, mais presque tous les auteurs japonais. J'ai beaucoup de livres japonais à la maison. Ne me demandez pas le nom des auteurs, parce que quelquefois on s'ingénie à mettre le prénom avant le nom, quelquefois on vend le livre en mettant le prénom, le contraire. Alors à un moment on ne sait plus très bien où on en est. C'est un ami qui, lors d'une générale, dans un spectacle de Robert Hossein, m'a donné, on se fait toujours des petits cadeaux dans les jours de première, qui m'avait donné un petit fascicule, une petite nouvelle japonaise. Et le titre de cette nouvelle, c'était le nom d'un grand vin du Beaujolais, pas du Beaujolais, qui est en dessous du Beaujolais, le Bourgogne. Et j'ai lu ça, j'ai dit, mais non, c'est magnifique. Et donc, j'ai commencé à lire, et un jour, je suis tombé sur Akugatawa, et aussi sur Agawaka, qui a écrit une suite de nouvelles. Ça y est, je cherche le titre. Mais ça, c'est la vieillesse. Faut pas couper, c'est c'est une histoire qui pourrait être scabreuse. C'est l'histoire d'hommes âgés qui se retrouvent dans une maison. Oui, j'ai lu ça. Qui n'est pas une maison close, où ils vont passer la nuit avec une jeune fille qui est endormie. Et ils n'ont pas le droit de la toucher. C'est scabreux comme sujet. C'est pas les jeunes endormis? Les belles endormies. Voilà, les belles endormies. Et ça je me suis dit, ça, je l'adapterai un jour. Puis c'est beaucoup trop compliqué à adapter. Mais c'est magnifique. Ce que je trouve d'admirable dans la littérature japonaise, c'est qu'il y a à la fois une poésie énorme, cachée quelquefois. Il y a une grande douceur, il y a une violence monstrueuse. Ils sont violents. Il y a des parfums qui viennent, il y a des tas d'impressions, de sentiments. On est enveloppé dans des voiles magnifiques. Et je dois dire, je m'en rends compte, j'ai 160 bouquins japonais à la maison, je n'achète que ça. Dès qu'il en sort quelques-uns, je vais à la FNAC et voilà. Mais j'adore ça. Donc tu as une vraie passion pour la culture. Oui, mais... C'est quoi, la culture ou la littérature uniquement? Non, automatiquement, vous abordez la culture, mais ce n'est pas une étude sociologique que je fais du peuple japonais. C'est plus dans le romantisme, dans l'évocation, dans les histoires qu'il raconte. Et je me rends compte que déjà, même avant la guerre de 39-45, le Japon, à Tokyo, ils étaient très, très influencés déjà par la culture américaine. Et ça se sentait déjà dans les ouvrages de l'époque. Et après Hiroshima, après la fin de la guerre, etc., certains jeunes auteurs font référence à des ouvrages américains et s'échappent un petit peu de la culture traditionnelle japonaise. On sent que la culture américaine a pris le dessus, quoi. Mais c'est passionnant. Mais il y a des choses très, très belles, vraiment très belles. Qu'est-ce qui te touche particulièrement? C'est le fond ou la forme, davantage? Mais les deux, c'est la surprise. Parce que tout d'un coup, on dit, mais comment cette histoire va s'arrêter? Et hop, elle s'arrête d'une façon tout à fait imprévue. Et on dit, mais pourquoi il arrête comme ça? Ah oui. Alors, par exemple, au Japon, l'honneur est primordial. Un samouraï se fait harakiri à partir du moment où il a été humilié. Et sa femme, le lendemain, doit se faire aussi harakiri. Vous ne connaissez pas beaucoup de peuples où ça se passe comme ça, mais c'est un honneur. Et s'il ne se fait pas ça, c'est un traître. Il se trahit lui-même. Vous vous rendez compte le degré de la puissance Oui, j'ai été humilié, je ne peux plus vivre. Oui, un lien... Je ne peux plus vivre. Voilà. Un lien qui est... Et c'est d'ailleurs dans la pièce qui a tué Takehiro, on le retrouve ce thème, puisque la jeune femme, l'épouse du samouraï qui a été tué, qui a été violentée par un bandit, dit à son mari,
je me tuerai. Non, je vais te tuer d'abord et je vais te tuer d'abord et je me suivrai après. Je ne veux pas que tu vives seul après moi. C'est énorme de dire ça. Oui. Et c'est bon, bref. Ouais. Quelles sont les 3 œuvres de littérature japonaise que tout le monde devrait avoir lues au moins une fois dans sa vie? Alors ça, je peux pas vous dire. Il y a bien sûr Akugadawa et Kawabata. Il y a une auteure, une autrice, comme on dit maintenant, mais moi je l'aime pas du tout, qui est japonaise, qui vit au Canada et qui écrit en français. Et je suis tombé sur ses ouvrages. Alors évidemment, je peux pas trouver j'ai pas son nom en mémoire. Je me suis dit, oh là là, comme elle est d'expression française et qu'elle a traduit elle-même, on va perdre la profondeur et les images japonaises, etc. Pas du tout. Pas du tout. Et ça, c'est formidable. Ok. T'as pas 3 livres de chevet? Ah ben si, j'en ai en ce moment, mais il est tellement triste, celui-là. Oh là. Ouais, t'as le droit. Ah oui, non, mais je pourrais même pas vous le raconter. C'est... Le titre, tu l'as? Excusez-moi, mesdames, messieurs, dans la série, tu vas voir. Tu veux jouer à ce jeu-là? Alors... Avec grand plaisir. Oui, on dit ça, on commence comme ça, par grand plaisir, et puis après on se fait jeter. Alors attends, tu vas voir. Prends tout ton temps. Alors, si je mets littérature japonaise... Ouais. Voilà. Non, c'est pas japonaise, c'est nippon. Parce que nippon, c'est plus joli. C'est juste une histoire d'esthétisme Alors, qu'on dit nippon à la place de japonais? non, c'est l'origine. Hein. C'est ça? C'est les On doit nippons, dire les nippon, nippons, ok. Abekashuga, Akinakari, Akishimakazi, Asajojiro, Akugatawa, bien sûr, Ariyoshi, Sawako, Arikawa Ryo. Voilà. Bon. Il y a les haïkus, les poètes, les poésies. Pardon. Les poésies japonaises, les haïkus, sont magnifiques aussi. Okay. C'est très compliqué, je ne saurais pas vous les expliquer comment on les écrit, parce que c'est très compliqué, mais c'est magnifique. Écoute, ils ont leur savoir-faire, on ne peut pas leur enlever. Alors, vous allez voir, tiens. Il y en a un qui est horrible. Si vous le lisez, vous vous suicidez après. Ah. Moi, j'ai pas voulu. Hein. J'ai pas voulu. Allez, une comédie japonaise, nippone. Quand le ciel pleure d'indifférence. Aïe, aïe. C'est beau déjà, les titres. Ah oui, alors il y a les chats aussi. Beaucoup d'auteurs japonais, et les Japonais adorent les chats, et écrivent énormément sur les chats. Le chat est un animal sacré. Neko, c'est comme ça qu'on dit chat en japonais. Ah bon? J'en apprendrai, je reviendrai. Hein. Oh oui, enfin, il y en a plein. L'hiver dernier, je me suis séparé de toi. Oui, c'est dramatique. Bon, bref, écoutez... Oui, je vois que c'est pas franc dans la plaisanterie, dans la déconne. C'est pas... c'est pas les charlots. Ah non. Non. Et parallèlement, c'est bête, j'ai un ami qui a collaboré avec moi à ce spectacle Takehiro, qui lui est un fou du cinéma japonais. Ouais. Alors lui, il pourrait vous parler du cinéma japonais pendant des heures. Il est... c'est vrai qu'il y en a à dire. C'est un cinéma assez magnifique. Je crois que le premier film japonais que j'ai vu, c'était en 1962-63, qui s'appelait L'île nue. Film japonais qui avait eu un prix au Festival de Cannes. Et une seule phrase était prononcée à la fin du film, par un personnage. Il était muet. Ce n'était que des gestes, ce n'était que des marches. C'était magnifique de poésie. Noir et blanc, bien sûr, à l'époque. Ouais. L'île nue. Ils ont cette pureté de la grammaire cinématographique qui est assez fascinante. Oui. Ah, il n'y a pas de... On rajoute pas des choses. Hein. On dénude, on simplifie. On purifie. Ouais. On purifie. Si quelqu'un veut t'inviter à déjeuner, tu demandes quelle cuisine, française ou japonaise? Alors, la japonaise, j'ai pas été très convaincu par la japonaise. Non, parce que je ne suis certainement pas allé dans un très bon restaurant japonais. Et je suis sûr qu'il y en a des magnifiques. Ceux où je suis allé, c'est un petit peu du tout venant. Moi, je suis un Français. Moi, vous me donnez
vous me donnez un bon boudin avec une belle purée, je suis ravi. Parce que les choses très magnifiquement présentées, toutes petites portions. Oui. C'est beau, il y a une recherche de goût, il y a un style. C'est magnifique. Mais moi, ça me laisse froid, si vous voulez. Alors ça, c'est les sushis, mais il y a aussi les ramen. Oui, c'est bien plus sûr. consistant. Ouais. Essaye d'aller faire un tour côté de la rue Sainte-Anne. Je connais la rue Super bien. Sainte-Anne. Ouais. Voilà. Je crois que tu apprécies de temps à autre un bon alcool fort de type whisky. As-tu essayé les whiskies japonais ? Absolument, j'en ai chez moi, oui. En as-tu un préféré ? Ah non, alors je serais incapable de donner le nom. Non ? Ah oui, non, je suis désolé. Et puis comme je ne vais pas leur faire de la publicité si j'en sors pas une caisse, entre nous, non. Mais il est très très bon. À un moment, il était meilleur, il passait devant les Anglais. Ouais, mais maintenant, il y a des... Écossais, oui. Il y a des whisky bretons, il y a des whisky partout. Tout le monde fait du whisky. Ouais. Mais ils sont très très bons, très très bons. J'ai la curiosité de goûter un jour, j'ai une espèce de folle espoir, le whisky qui s'appelle Hibiki, 30 ans d'âge. Mm-hmm. C'est une bouteille à 6 000 €. Voilà, oui. D'accord. Bon, peut-être un jour. Oui. L'espoir fait vivre. Bon, parlons du beau Morgan. Oui. Hasardeux, tu viens tout juste de le rencontrer pour la première fois à Monte-Carlo, c'est bien ça ? Oui. Comment c'était ? C'était d'abord c'est une rencontre que j'avais espérée depuis très longtemps. Quand même, ça fait plus de 30 ans, 35 ans presque. Pardon. Ouais, tu vois. Là, ça fait presque 35 ans que je suis sa voix. Quelquefois, j'ai pas fait la totalité de ses films. Il y en a 4-5 qui m'ont échappé. Mais donc, je le connais bien maintenant. Oui. Et quand je l'ai vu pour la première fois, c'était avant-hier, vendredi dernier, pardon. J'ai pas été ému. J'ai retrouvé quelqu'un que j'avais vu la semaine d'avant. C'est-à-dire, j'ai pas découvert un physique. Il était là, comme je l'avais imaginé et comme je le vois toujours dans les films, souriant, détendu. J'ai pas eu le cœur qui s'est mis à battre la chamade, pas du tout. J'étais content et lui aussi d'ailleurs, on s'est serré la main sur le plateau. J'ai été invité à Monaco pour traduire en public les remerciements que Morgan Freeman faisait à son Altesse Sérénissime, le prince Albert, car Morgan Freeman venait d'avoir un magnifique trophée, je ne sais plus, le machin de cristal, enfin bon, bref. Ok, le machin de cristal. Oui, ça y est, je vais bientôt un film. Il m'échappe, c'est pas grave. Et donc, Morgan Freeman devait remercier, et entre chaque chapitre de ce remerciement, moi, je donnais voilà. Alors, ce qui a été étonnant, mais je le dis parce que je m'en suis pas... j'étais étonné de ça. Déjà, en arrivant au festival, vous montez les marches, bon... Tous les gens, Monsieur Alman Benoît, etc. Alors, on signe, etc. Je trouvais que ça faisait déjà un peu beaucoup, quand même. Mais ça fait plaisir. Disons les choses carrément, ça fait plaisir. C'était ton petit festival de Cannes ? Oui. Et puis après, on va sur le plateau, on vous met dans un coin, on dit voilà ce que vous allez faire, ceci, cela, etc. Bon, on vous donne le texte. Bon, on me l'avait déjà donné avant, j'avais quand même regardé. Et puis le prince arrive dans la salle, toute la salle se lève et applaudit. Puis on appelle Morgan Freeman qui passe à côté de moi, qui rentre sur le plateau. Tout le monde applaudit. Et puis la dame dit et maintenant voici Benoît Alman, la voix française de Morgan Freeman. Je rentre et tout le monde applaudit. Oh. Et là, il m'a regardé, il a souri et on s'est serré la main. Mais c'était adorable parce que c'était pas convenu, Puis voilà, puis j'ai fait son texte. Et après, je ne l'ai plus revu. Enfin, de la soirée, je l'ai re-rencontré le lendemain, où on a pu quand même faire une photo ensemble. Puis j'ai pu lui dire quand même toute l'admiration que je lui porte, bien évidemment. Oui, voilà. Quand même. Mais c'est une belle rencontre. Puis c'est un homme il disait lui-même dans son discours de remerciement, à son Altesse Sérénissime, je ne veux pas vivre une vie de star, mais une vie de comédien qui travaille. Et ça, si j'avais pu lui répondre en direct, j'aurais dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous avez raison. Mais quand même, pour être une star, il faut être un excellent comédien, de toute façon. Bon. Mais il a beaucoup d'humilité. Ouais. Il est pas dupe. Il est pas dupe. Tu l'as fait une 50aine de fois. Mmh. Comment le décrirais-tu, lui et sa technique et son approche des rôles ?
Lui, de toute façon, c'est un homme bienveillant. Quel que soit le rôle qu'il ait à jouer, il écoute, on le voit écouter, il a l'œil qui pétille, il réfléchit et il commence à jouer. Et en fonction du scénario, bien sûr, il n'a jamais joué de personnage violent. Pas du tout. Peut-être un peu sec par moment quand il y avait des décisions à prendre, oui, mais certainement. Je ne l'ai jamais vu jouer un rôle de truand. Jamais. Le seul rôle de truand qu'il ait pu jouer, c'était un petit truand qui faisait un hold-up dans une ville où il y avait une tempête, un orage terrible, la ville croulait sous la flotte, c'était inondation, etc. Et il avait réussi à faire une banque, et pris de remords, il a décidé de donner la moitié de son butin aux pauvres. Donc voilà, la morale était sauve. J'ai trouvé ça délicieux. C'est peut-être lui qui a influencé le scénario. C'est un homme qui, en plus, c'est un homme de conviction, c'est un homme qui croit en Dieu. Mm-hmm. Il a une approche de quelque chose qui nous dépasse, en fait. Mm-hmm. Il avait tourné, il y a 7-8 ans maintenant, l'histoire de Dieu. Il était parti à la recherche de Dieu dans le monde. On le retrouvait avec son petit bob, son foulard noué autour du cou, une chemise à fleurs, bien sûr, sa petite boucle d'oreille, et il interviewait un grand moufti en Irak, le grand... À Jérusalem, on le retrouvait au Vatican, on le retrouvait chez les Aztèques, on le retrouvait en Inde, etc. Et à chaque fois, il parlait, il s'adressait à ces hommes, aux femmes de conviction, mais sans les juger, pour apprendre. Et ça se sent en lui. C'est un homme bienveillant. Voilà. C'était un documentaire, une sorte de documentaire. Oui, c'est Story of God. Ah oui. Voilà. D'accord. Et il avait fait aussi l'origine du monde. Là, on avait fait 70 épisodes où il était à l'image, là. Et ça, c'était très scientifique. C'était un peu difficile. Voilà. Et dernièrement, il a fait Les animaux, les origines des animaux, un film de Spielberg magnifique. De Spielberg, les animations, les animaux, c'est sur le... Ok, bon écoute, tu nous donnes envie de le voir. Quel est le film où tu as pris le plus de plaisir à entrer dans ses souliers ? C'est Les Évadés. Ah oui ? Ah oui, c'est Les Évadés. Pourquoi ? Parce que Les Évadés, il est à la fois... ce gars condamné à perpète, il devrait sortir, mais bon, le monde de dehors passionne pas beaucoup. Donc on le voit jouer, puis il y a cette amitié qui se noue avec cet autre condamné. Et en même temps, il raconte la vie. Il est narrateur de sa propre histoire. Donc il y a deux façons de jouer. Et là, c'est très prenant. Ouais, d'accord. Tu rentres un peu plus dans ses... Ah, tout à fait. Dans son intérieur, dans son intimité. Ça fait donc plus de 30 ans que tu le suis. Pour le public français, ta voix sur lui, c'est une évidence. Et pourtant, nous n'allons pas nier l'évidence, il est noir et tu es blanc. Oui. Il y a quelques années, il y a eu une petite polémique à propos des comédiens comme Jacomy sur Denzel ou Fallius sur Chris Tucker, par exemple. As-tu failli le perdre à cause de ça ? Et que penses-tu de ce débat ? J'ai jamais failli le perdre du tout. D'abord, on ne m'en a jamais parlé. J'ai eu quelques mots, un peu... prout-prout, quoi. Mais qu'est-ce que tu voulais répondre ? J'ai un journaliste américain qui m'a appelé de là-bas. On était convenu d'un horaire pour parler de ça. Il parlait très très bien le français, donc j'ai pu dire ce que je pensais. J'ai dit, si M. Morgan Freeman, lui, en tant qu'homme qui s'implique dans les problèmes de race, s'il veut que sa voix soit doublée par un comédien d'origine afro-cubaine, français ou oui, c'est antillais, parce que, mais qu'il le fasse, mais bien sûr, on s'incline devant ça. Mais là, personne ne m'a jamais rien demandé. Alors, les gens rechignent, les jusqu'au-boutistes. Alors, à la fin, j'ai dit, écoutez, d'abord, il y a beaucoup de comédiens noirs qui doublent des comédiens blancs aussi. Hein, vous voulez des noms ? Bon, c'est un côté un peu imbécile. J'ai dit, mais est-ce que l'art a une couleur ? Voilà. Et puis, j'ai plus de nouvelles. C'est bien dit. Tu parles calmement, posément. Est-ce ta personnalité qui parle ou est-ce une discipline que tu t'es imposée afin de devenir un expert de l'élocution ? Je ne sais pas. Il y a des moments où je peux m'emballer très vite.
Je suis pas très gentil dans ces moments-là. Mais il faut vraiment me pousser à bout. Hein. C'est quand la soupape est prête à sauter, là. Mais autrement, non. C'est vrai que c'est plaisant de pouvoir parler calmement de ce qu'on pense, de problèmes les uns les autres, de se découvrir, de parler tranquillement. À notre époque, c'est de plus en plus difficile. Il y a des partis pris, il y a « oui, mais moi, je… » Vous nous faites chier avec vos « moi, je… » On est tous les mêmes. Je prends un exemple. J'avais doublé un film. Canal+ avait pris ce film. Il l'avait déjà doublé avec un comédien. C'était un film qui traitait de l'homosexualité. Bon, moi, je ne savais pas. On me dit, Benoît, il y aura un rôle à refaire. Est-ce que… Je dis, ben oui, bien sûr. À partir du moment où je ne prends pas le boulot de quelqu'un, il n'y a pas de problème. Et j'ai compris pourquoi. Je le dirai plus tard. Et je commence à jouer, à rentrer dans le film. Alors, ce sont des scènes d'amitié, d'amour entre ces deux garçons. Il y a celui qui est l'aîné, il y a le père, il y a le fils, il y a le couple, disons, sans problème. Et le jeune est battu à mort par des portoricains à coups de baseball, etc., etc. La mère arrive et elle assiste à l'enterrement de son fils. Elle ne savait pas que son fils était homosexuel. Et il y a une scène, enfin il y avait des scènes entre l'ami de son fils et elle, parlant de la vie, de ce qu'ils vivaient, de ce qu'ils avaient vécu, etc. Mais on chialait. Parce qu'on se rend compte que les sentiments, quels qu'ils soient, mais sont les mêmes. Nous sommes habités tous des mêmes sentiments, de la même émotion. La larme, on peut l'avoir exactement et sincèrement au même moment. Nous sommes tous pareils. Alors arrêtez de nous emmerder avec vos problèmes de race, de sexe, etc. Vous êtes tous des mal embouchés à partir du moment où vous ne concevez la vie que par ce côté-là. C'est tellement évident que nous sommes tous pareils, qu'on ressent tous les mêmes. Bien, en rentrant, j'étais content, en rentrant chez moi, bien sûr, j'étais content d'avoir doublé ce personnage, parce que ça m'avait remis les idées en place, en fait. On croit que, oui, non, il n'y a pas de problème, la vie est bien pour tout le monde. Mais là, on a été témoin et on a ressenti les sentiments de quelqu'un d'autre. On a approché la douleur de ce personnage. Je ne parle pas du comédien, je parle du personnage. Et il dit, oh merde, oui. Ça valait le coup de le faire. Et puis ça vous nettoie, voilà. Une petite thérapie. Oui, bien sûr. Alors, pourquoi on m'avait demandé de le refaire ? Parce que le comédien qui l'avait doublé, et que je connais bien, et qui est un très bon comédien, par moments, faisait une caricature de l'homosexualité. Et il ne fallait pas. Il ne fallait pas, parce que c'était donner raison à ceux qui sont prêts à tomber dessus, à dénigrer, etc., etc. Il ne fallait pas. Il fallait simplifier. Voilà. Mais c'est un grand souvenir. Tu es un maître conteur et il y a une particularité qui me frappe chez toi, les liaisons. Tu en fais souvent, plus et mieux que personne. Alors, quel est l'emploi et le rôle de la liaison selon toi ? Déjà, les liaisons, c'est une façon d'apprendre l'orthographe. Hein, d'accord ? Parce que on ne va pas dire les autres, on dit les autres. Alors comment on écrit ? Alors, L-E-Z, on a vu ça. Hein. Non, j'exagère bien sûr en disant ça. Non, c'est simplement parler normalement. Il y a des liaisons qui sont absolument nécessaires et des liaisons qui sont inutiles. De toute façon, on peut dire des hommes. Théoriquement, on ne fait pas de liaison avec le H, mais on ne peut pas dire des hommes. C'est impossible. Donc des hommes, point final. Et moi, j'estime que parler, sans avoir le petit doigt en l'air et la tasse de thé dans la main, parler normalement le français en respectant les temps, les verbes, le présent, le plus que parfait, le subjonctif, etc. Tandis que maintenant, tout est en français, etc. En temps présent, et débrouillez-vous là-dedans, il n'y a plus rien. Il faut absolument bien parler le français. C'est une langue magnifique. C'est magnifique. Tu parles de la concordance des temps particulièrement. La concordance des temps. Mais moi-même, par moments, j'écris un peu. Hein. Par moments, je me dis, merde, attends, ça s'accorde comment ça ? Oh là là ! Alors je cherche les bouquins. Ah bah oui, le Becherel. Ah ben bien sûr, le Becherel, ouais. Oui, non, mais c'est quand je reçois de la part d'un jeune étudiant, s'il est étudiant, il est jeune, hein, un étudiant donc en école de cinéma, de scénario, de réalisation, etc.,
un résumé de ce qu'il veut tourner, de ce qu'il veut exprimer, et qu'il y a 5 fautes d'orthographe par ligne, j'ai envie de corriger, de renvoyer, et de leur dire, mais je crois que je l'ai fait une fois. Je leur dis, écoutez, c'est très bien, votre idée, elle est très belle, c'est vrai, il n'y a aucun problème. Mais, un jour, vous allez présenter un scénario solide à un producteur. Comment est-ce qu'il va vous considérer ? Faites attention, parce que vous pouvez très bien tomber un producteur qui dit, oui, bon, il n'y a pas d'orthographe, c'est pas grave, c'est génial, tant mieux. Il y a d'autres qui diront, non, c'est quoi ça ? C'est torché comment, ça ? Sur les liaisons en particulier, oui. Quel est le rôle ? Qu'est-ce que ça amène à un récit ? À une narration ? Alors là, vous me posez la question parce que je ne saurais pas. Est-ce que c'est pour fluidifier ? Oui, bien sûr, c'est oui. Oh, je ne sais pas que répondre à ce genre de questions. Tu les fais naturellement sans Oui, tout à fait, parce que d'abord, on a été éduqués à l'école comme ça. Je parle de l'école, c'était les années 1950, 55. Avec la badine ? Oh là là, oui, bon, bref. Non, et puis, oui, bien sûr, la badine. Oh, c'était quand même de bons souvenirs. Mais vous savez, je dois l'avouer, moi, j'ai échoué complètement dans toutes mes études, puisque j'ai dû redoubler 3 fois à partir de la 6e jusqu'en 3e. Ça a été catastrophique. Pour des raisons familiales, des raisons ceci, X, Y, Z, on se trouve toujours des bonnes raisons. Et quand je suis rentré, j'ai passé mon audition à l'entrée de l'école de Strasbourg. J'ai été pris. Le lendemain, je passais mon BEPC, que j'ai raté complètement. Aïe. Parce que j'en avais rien à faire. Ah bah oui. J'en avais rien à faire. J'avais note excellente en français, note excellente en allemand, gymnastique, c'était pas mal. Voilà. Ok, pas mal. C'est bon à prendre. Physique, chimie, mais alors... Ouais. Mais j'ai regretté quand même après coup. Et j'ai regretté, ne serait-ce qu'il y a 3 jours, de ne pas parler anglais. Ah oui. J'ai eu un prof d'anglais, la dernière année où j'étais à l'école, enfin l'avant-dernière année, c'était un prêtre qui était d'une brutalité, et moi, il m'avait complètement traumatisé. C'était le père Fouettard. Ah, c'était... Puis il me dit... Le premier contact avec lui, c'est par un mot de français de toute façon. Oui. Alors c'est un peu dur quand même. Prêtre jésuite. Bon, d'accord. Oui. Et j'ai fait une tournée de théâtre aux États-Unis dans les années 72-73, et j'ai pu me débrouiller quand même, parce que je suis comme pas trop inculte. Je pouvais me déplacer et faire mes courses, voilà. Mais pas entretenir une conversation. En revanche, quand je suis rentré, je commençais à rêver en anglais. Oui. Et les copains m'ont dit, continue. C'est bon signe. Et je ne l'ai pas fait. Et ça, je m'en suis voulu, après coup, je m'en suis voulu. Et donc tu parles allemand à la place, c'est ça ? Non. Bon, tiens, en ce moment, sur Facebook, il y a beaucoup de choses en allemand, et tout d'un coup, je la redécouvre, cette langue allemande, qui est très proche du latin. L'allemand proche du latin, ok. Eh oui, car la composition des phrases, le verbe est à la fin, etc. Ah, okay. C'est très étrange. Ok. Je sais pas, les mots en allemand me font peur, ils sont tellement longs. Oh. Il faut les découper, oui. Donc, voilà. Découper. Je me suis pas encore amusé à ça. La mémoire, oui. C'est aussi un sacré outil de comédien. Saurais-tu me réciter un texte de 10 minutes que tu as appris jadis comme ça, sans avoir à renourrir ta mémoire au préalable, par une lecture en diagonale, par exemple ? Ah, par une lecture en diagonale, oui, bien sûr. Oui. Non, ça oui. Mais sans avoir à passer par cette étape, est-ce que tu saurais me ressortir un texte ? Non, parce que j'en ai eu des textes. Oh là là. Ouf. Du coup, tu fais de la place pour les autres, c'est comme ça que ça marche ? Non, ça me poursuit. Ouais. Ça me poursuit. Quelquefois, je marche dans la rue et je dis oui, puisque je retrouve un ami si fidèle, voilà, déjà ça commence. Ma fortune va prendre une place nouvelle, etc. Donc je suis parti dans Oreste, etc. Bon, ou alors une pièce que j'avais adaptée d'un auteur français d'ailleurs, magnifique pièce. Et là, si je devais la rejouer, je crois qu'en 10 jours, elle serait en tête. Elle serait en place. Et je ne l'ai pas jouée depuis 20 ans. Mais elle serait en place. Ouais. Et comment marche la mémoire ? Comment la travaille-t-on ? C'est un muscle, la mémoire. C'est un muscle. Comment tu la travailles ? Je la travaille. C'est la compréhension du texte que vous êtes en train de lire, les mots, tout simplement. J'ai vu une belle pomme verte. Elle n'est pas rouge, et c'est une pomme. Tu la visualises. Elle est là, une belle pomme verte. Et puis, il y a des tas d'exercices. Imaginez un citron.
Imaginez un citron. Dans 2 minutes, vous salivez. Non, mais c'est vrai, il y a des tas de choses, même nous qui reviennent, etc. Vous allez dire, ça n'a aucun rapport avec la diction, la mémoire. Si, tout dans la tête se combine. Oui, la mémoire sensorielle, tu fais appel à la mémoire sensorielle. Ah, tout à fait, oui. Pour avoir travaillé avec toi à plusieurs reprises, il y a quelque chose qui m'a marqué chez toi. Ah. Quand tu vois la phrase arriver, ou en jeu vidéo, l'enregistrement se lancer, tu y vas, parfois sans trop connaître la destination. Oui. Et au dernier moment, sur la finale, comme on dit, tu ajoutes une inflexion qui donne tout son sens à la phrase. Est-ce ainsi que tu conçois le travail, et par extension la vie, peu importe où l'on va, se lancer c'est le plus important, on affine par la suite ? Alors, très souvent, et vous n'allez pas me dire le contraire, cher ami, les textes que nous avons à dire dans les jeux sont assez plats. On peut dire médiocre parfois. Voilà. Ce sont des jeux soit de guerre, soit je suis un grand esprit, je suis un vieux, je suis un moine, etc. Où je guide tout simplement le joueur dans ce labyrinthe de situations et de questions. Ben, ça, on le pressent. On le pressent. On ne connaît pas la phrase, on le pressent. Un livre audio. Je lis en général le premier chapitre d'un livre audio. Après, je ne le lis plus. Parce que je me suis rendu compte, si vous connaissez l'œuvre que vous avez à déclamer, à enregistrer, vous n'avez aucune surprise. Normal. Vous Oui. n'avez pas aucune surprise. Et comme vous n'avez aucune surprise, l'auditeur qui est là, il n'a pas de Il n'en surprise. a pas non plus. Et donc, je trouve alors, on me dit, non, là. Alors, j'ai des tas de copains, mais c'est très bien. Ils font ce qu'ils veulent. Qui, eux, sur leur tablette, mettent des barres, soulignent, etc. Oui, chacun sa méthode. Non, moi, pas du tout. Les phrases, c'est un petit train qui arrive. Vous avez la locomotive, vous avez le tender, vous avez le wagon-restaurant, vous avez ceci, cela, vous avez le sujet, le verbe, le complément direct, le complément indirect, etc. Et dès que ça arrive, oui, on va aller là, on le sent venir. On le sent venir. Et dans le wagon de restaurant, il y a du boudin avec de la purée. Ah ben non, justement, non. Saurais-tu me parler des 2-3 meilleurs moments de ta carrière ? Oh, il y en a plein. Le meilleur moment de ma carrière, c'est d'avoir travaillé avec Peter Ustinov. Ok. Oui. Il avait monté, c'était en 68, monté une pièce à Lyon qui s'appelait Le Soldat Inconnu et sa femme. Et il y avait une distribution qui était... les drôles. Il y avait Claude Pieplu, Michel Deray, des vieux de la vieille. Génial. Ça y allait. Et moi, il m'avait donné un rôle magnifique à jouer. C'était un révolté à travers les âges. Parce que le soldat inconnu et sa femme, le thème de la pièce, c'était chaque époque a son soldat inconnu, puisqu'à chaque guerre, etc. Donc le comédien qui jouait ce soldat inconnu, on changeait d'époque. Et moi, qui étais un peu le réfractaire, je changeais d'époque aussi. Et ça a été avec Peter Ustinov un moment de bonheur, parce qu'il avait un humour tel, et il avait un amour des comédiens. Il nous laissait faire et il nous indiquait des petites choses. C'était du bonheur, vraiment du bonheur. Parce que j'ai connu des metteurs en scène très pervers, qui eux seuls, bien sûr, détiennent la vérité. Bon. Donc j'en déduis que tu aimes être dirigé dans la liberté. On te propose quelque chose, une idée, et on te laisse aller à ta guise. Voilà, il faut proposer quelque chose qui soit sensé. Il faut que ça aille... autrement, on ne le fait pas. Je ne vais pas m'opposer à ce qu'un metteur en scène me demande de faire. Je ne m'y oppose pas. Si à un moment, je dis, attends, t'es sûr que... Bon, là, on discute, etc. quoi. Mais je me souviens de lecture Caligula de Camus, avant de jouer avec Georges Vitali, qui était un grand metteur en scène. On faisait beaucoup de travail à la table avec le crayon, la gomme, ce qui est... Moi, c'est pas mon truc du tout, mais je m'y plie, etc. Et il y avait un comédien qui était là, qui était très bon comédien, et qui à chaque fois faisait le résumé de l'analyse qu'il avait faite du texte qu'il était en train de dire. Et moi je disais, oui, c'est un beau concentré culturel, mais c'était pas du vécu. C'était pas du vécu. Trop clinique. C'était de la réflexion. Mais la réflexion, après maintenant, il faut que tu la mettes dans tes jambes, dans ton cœur, dans ta respiration, et ce qu'il faisait après, bien sûr. C'est pour ça que t'aimes pas le travail à la table, Ah non, parce que ça enlève cette spontanéité. Voilà, oui. Ouais, c'est ça. Par exemple, un jour, j'ai travaillé avec Michel Leb, et Michel Leb est arrivé à une lecture d'une pièce, c'était La brune que voilà de Robert Lamoureux, qui s'appelait Le Tombeur. Il avait changé de titre.
Et il est arrivé, il savait son texte par cœur. Et nous, comédiens, avec les rôles, on lisait, oh là là, quelle honte. Oui, d'accord. Il savait tout. Et il avait préparé, il savait d'avance quels effets il allait faire, à tel moment et tel. C'était du grand travail. Mmh. Et après, en répétant, il modifiait, bien évidemment, il adaptait. Il vous laissait de la place quand même. Mais bien, moi, il m'a appris beaucoup. Mmh. Il m'a laissé faire des choses. Il voulait absolument me faire rire en scène. Alors, moi, me mordait l'intérieur des joues. D'accord. Et il arrivait vers moi, il dit, tu vas rire, il va rire, là. Évidemment, le public n'attendait que ça. Mais bon. D'accord, il piégeait les Et copains. un jour, on était en tournée en Belgique. Je lui ai sorti une réplique qui n'existait pas. Le public a éclaté de rire et il a été surpris. Il ne savait plus quoi répondre. 2 jours plus tard, j'ai essayé de refaire la même chose. Ça n'a pas marché. La spontanéité, on y revient. Mais oui, non. Tu as évoqué Claude Pieplu, les Shadoks, bien sûr. Je me souviens de Claude Pieplu. On a fait beaucoup de radio ensemble. Tu peux me dire un mot sur lui ? Je ne le connaissais pas intimement. C'était un comédien qui avait fait... Je crois qu'il avait fait pas mal de cabarets. En tout cas, il était dans le mouvement... ça réagissait beaucoup. Ça arrivait dans les brancards, intellectuellement parlant. C'était... Moi, j'aimais bien cet homme. Puis il avait une façon de jouer... Complètement extravagante. Ah oui, tout à fait. Mais il jouait, un homme qui savait distancier complètement. Voilà. On oublie qui on est, et on devient un personnage complètement fou et on s'amuse, quoi. C'est ça, notre métier, c'est jouer à jouer. Oui. C'est pas jouer à se prendre au sérieux, c'est jouer à jouer en étant sérieux. Mmh. Il avait des inflexions tout à fait, mais qui n'appartenaient qu'à lui. Remarquable, ouais. De toutes tes années d'expérience et de vécu, quelles sont les principales leçons que tu as retenues ? J'ai pris quelques coups de pied aux fesses. Il y a eu des échecs de pièces, oui, bien sûr. Bon. C'est positif ou pas ? Oui. Après, en réfléchissant, on se dit, mais t'avais mal vu, en fait. Pas moi. Toute l'équipe s'était mal vue. Je pense à une pièce où nous jouions au théâtre de l'Alliance française, boulevard Raspail. Non, c'est avenue du Maine, je sais pas, peu importe. Et je commençais la pièce, j'étais devant le rideau face au public, et je partais dans les grandes incantations, etc. La salle était pleine. Et puis on joue la première partie, entr'acte, je rentre en coulisses. Début, après l'entr'acte de la deuxième partie, je me remets dans le noir, à ma place devant le rideau, lumière, il n'y avait plus personne au balcon. Et en bas, il y avait des tas de trous. On a joué la pièce, ça a été... Et le lendemain, on avait un spectateur dans la salle. C'était un étudiant japonais. Qui comprenait pas ? Ah, comprenait pas, bien sûr. Ça a été... Et on s'est dit, entre nous, mais comment a-t-on pu se laisser déborder par la beauté magnifique du verbe ? Mais en fin de compte, on se rengorgeait de ce verbe. On en faisait beaucoup trop avec ce verbe. Mais on avait un metteur en scène qui nous poussait à ça. La beauté pour la beauté. En fait, d'accord. C'était de l'autocongratulation un peu ? Oh oui, c'était une erreur. Je crois que ce monsieur qui était gentil au demeurant rêvait lui-même, quoi. Ouais. Sur la vie, qu'est-ce que la vie t'a appris jusqu'à maintenant ? La vie m'a appris que elle m'a appris, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. C'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. Toujours garder ça en tête, bien sûr. Que veut dire se divertir ? Se divertir ? Alors, on se divertit égoïstement, c'est-à-dire qu'on ne partage pas son plaisir avec les autres, ou se divertir en groupe. Je crois que le mieux, c'est de se divertir en groupe. Et alors, comment on se divertit en groupe ? Ça, je pense que c'est la chaleur, ce sont les confidences, c'est peut-être tout simplement le bon petit verre de rosé frais qui est là, l'évocation d'un souvenir, et puis ça y est, et puis on est bien, et on le fait pas tous les soirs. Moi, quand j'ai commencé à beaucoup travailler dans les années 70, j'allais pas au bistrot après. J'y allais de temps en temps pour retrouver les copains, mais je me rendais compte qu'on disait toujours la même chose.
On remettait le monde en question, mais c'était toujours là. Et ça n'a aucun intérêt. Et quand le lendemain matin, vous devez être debout à 7 heures pour être en studio à 9 heures, ça suffit. Alors on dit, oui, on te voit jamais, etc. Il est rustre. Non, je suis désolé, c'est pas... Tu faisais la part des choses. Mais vous savez, on côtoie des gens extraordinaires. Jean Topard. Oui. Ouais. C'était un homme d'une humilité extraordinaire et d'un talent formidable. Et des gens... Jacques Monod, j'ai beaucoup travaillé avec les deux, je les ai mis en scène en plus. Et d'abord, de m'avoir fait confiance, ça m'avait bien sûr fait plaisir, mais ils m'ont fait un cadeau d'eux-mêmes, ça a été formidable. C'est ça l'humilité des grands comédiens. Pourquoi tu penses à eux tout d'un coup ? Parce que je ne peux pas les oublier. Certes, non. Non, mais parce que dans cette espèce de rétrospective que tu m'obliges à faire, là, comme avec mon piolet et mes grosses godasses, il y a des choses qui reviennent. Il y en aurait plein d'autres encore. Ouais. Ok. Bon, on va faire une petite conclusion. Dans Impitoyable de Clint Eastwood, qui est à mon sens l'un des meilleurs westerns, tu faisais Logan, interprété en VO par Morgan Freeman. Oui. Logan est un ancien expert du maniement des armes, exercice qu'il n'a plus pratiqué depuis longtemps. Les circonstances dramatiques le contraignent à reprendre du service, et il s'aperçoit qu'il n'a plus la précision d'antan. Penses-tu que le manque de pratique atrophierait également les muscles cérébraux d'un comédien qui raccrocherait les gants 1 à 2 décennies avant de reprendre le flambeau ? Mais bien sûr, oui. Il y a des moments où le dernier étage là-haut ne répond plus. Hein. Donc ça s'entretient là. Non, il répond plus. Il est saturé peut-être, il est fatigué. Et puis 2 jours après, hop, on redémarre. Puis un autre projet, dans une période un petit peu difficile, un autre projet arrive et hop, ça y est, c'est reparti. On retrouve la fougue, on retrouve la mémoire, on retrouve... Est-ce que tu penses que le manque de pratique, si tu t'arrêtes par exemple pendant 10 ans et tu reviens, oui. Est-ce que tu vas être au même niveau ? Non. Je pense qu'à partir du moment, si ça devait se passer comme ça, je rattrape très vite, enfin on rattrape très vite, en répétant pendant 1 mois, on rattrape très vite les... Tu sais, l'école de Strasbourg que j'avais faite est une école magnifique. À l'époque, je crois qu'elle l'est toujours, mais maintenant c'est autre chose. Maintenant il faut avoir le bac C ou je sais pas trop quoi pour y rentrer. Alors je cherche un jeune mec à Lunéville ou à Strasbourg, ou j'en sais rien, qui n'a pas trop les moyens, qui n'a pas fait beaucoup d'études, qui rêve d'être comédien, mais il ne peut pas aller dans une école comme ça parce qu'on met la barre très haut. Mais c'est une erreur. On casse la vie de créateur comme ça. Et vouloir intellectualiser en permanence, mais c'est la mort. Mais ils sont contents. Ils sont payés pour ça. Ils sont contents. Mais attention, il y en a qui font des choses remarquables. Oui, quand même. Ben, bien sûr. On dit qu'être comédien, c'est inné, ça ne s'apprend pas. Mais, pardon. Mais tu vois, si justement, dans le cas où on arrête et on reprend, et que, en fait, ça sous-entend que dans un cas pareil, ça montrerait bien qu'il faut du travail pour cultiver son savoir-faire. Alors, don ou fruit d'un labeur pour toi ? J'avais commencé à le dire, puis là j'ai dévié dans ma dernière remarque. Quand je rentre sur un plateau le soir, quand j'étais au théâtre de la Boussole, il y avait des réflexes de respiration, de pause, de tranquillité, mais que j'avais appris quand j'avais 17 ans et demi. Et ça revient automatiquement. Voilà, on sait comment respirer, on sait comment tout d'un coup, hop, on laisse ses chaussettes au vestiaire, disaient nos professeurs à l'époque. Oublie-toi, c'est pas de toi dont il s'agit, c'est du personnage. C'est exactement comme quand on double un acteur, quel qu'il soit. On n'est pas ce comédien. Moi, je suis pas Morgan Freeman. Mais on me donne le costume de Morgan Freeman et on me dit, tu dois le remplir. Et on doit remplir ce costume, avec ses émotions, avec sa chair, avec son rythme, avec sa respiration, etc. C'est ça notre métier de comédien. Bon, merci Benoît pour la sérénité et l'apaisement que tu transmets. Tu es le plus précieux des diffuseurs d'huiles essentielles. Ah bon ? Avec la liaison, s'il vous plaît, les huiles essentielles. Allez, salut l'artiste. Merci à toi.